Bonjour Riti Pan. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors on l'a vu, la plupart de vos films sont consacrés à l'histoire du peuple cambodgien. Les derniers, Exil, L'image manquante aussi, ce sont des récits un peu plus personnels de ce génocide. Pourquoi cette évolution ? Je pense peut-être parce qu'il faut un peu de maturité pour parler avec du jeu, mais aussi peut-être de recul, peut-être aussi il faut plus de pratique du cinéma pour trouver une forme adéquate, une forme qui convient bien au récit qui compliqué et dont il s'agit quand même de plusieurs morts et d'un crime de masse. C'est-à-dire que on ne fait pas que tuer, là, on va toucher vraiment l'essence même de l'humanité, quoi, la dignité même des êtres. Donc moi, j'essaye, depuis un certain moment, j'avais l'idée, mais je n'ai pas trouvé la forme adéquate, parce que c'est très compliqué de faire un film où je vais dire aux bourreaux, enfin aux acteurs qui jouent de bourreaux comment tuer, ou aux acteurs qui jouent, aux actrices qui jouent les victimes comment mourir. Et je pense que la différence entre les cinéastes qui peuvent faire ça et moi, c'est que moi je l'ai vécu. Donc j'aurais toujours des difficultés de faire des fictions sur ce sujet-là, mais peut-être un jour ça viendra. Mais avec Exil, c'est justement un personnage, un acteur qui joue plus ou moins votre propre rôle. Donc là, vous lui avez fait confiance en quelque sorte ? Un acteur, oui, c'est comme un étudiant que j'ai pris avec moi depuis... Vous le connaissez bien ? Oui, je connaissais bien depuis L'image manquante, un jeune peintre. Que je trouvais que c'était... qui est d'une famille assez pauvre de la campagne, mais qui avait un désir d'art. Vraiment, les pauvres, souvent, on en voit en usine. Et là, lui, il voulait faire les beaux-arts, donc j'avais pris avec moi sur L'image manquante, et puis je les rappelle pour lui donner la possibilité de vivre sa passion. Le titre Exil peut surprendre, parce que finalement, ce n'est pas le récit de votre exil suite au régime de Pol Pot, mais c'est celui de cette traversée, de cette période complètement sombre et folle, de ces 4 années où vous avez survécu. Alors c'est quoi l'exil pour vous ? Il y a 2 formes d'exil. L'exil où on est obligé de partir, et c'est jamais un choix de partir, de quitter chez soi, abandonner des familles ou des amis derrière nous. Mais puis il y a une autre forme d'exil, c'est une sorte de résistance aussi, quand on vit dans un climat totalitaire, dans un pays comme sous le régime des Khmers rouges. Il faut avoir la capacité d'aller très loin en soi-même, pour puiser dans cet exil intérieur quelques images de souvenirs, de mémoire en fait, et qui fait que vous restez un être humain. Plus l'idéologie totalitaire tend vers l'anéantissement, plus il faut que vous tentez de rapprocher à vos plus chers souvenirs, donc au fond de vous-même. Alors je disais en introduction, c'est vrai que ce régime vous a volé quasiment tout ce que vous aviez, qui vous étiez peut-être aussi un peu. Vous avez vu mourir une sœur, un frère, votre mère, votre père sont morts à cause du régime. Vous avez vu mourir vos neveux et nièces de faim. Et vous, aujourd'hui, est-ce que vous vous posez la question, pourquoi est-ce que moi j'ai survécu ? Est-ce que c'est quelque chose qui reste en vous ? C'est une question que tous les survivants se posent. Pourquoi moi et pas un autre ? Est-ce que je mérite cette place-là, aujourd'hui, là, ici ? Est-ce que je n'ai pas pris la place de quelqu'un ? Mais je crois que voilà, c'est comme ça. Si vous êtes là, c'est parce que les autres vous ont aidé pour vous rester en vie, et qu'ils souhaitaient que vous continuiez, et qu'au moins de votre part, c'est pouvoir dire qui ils sont. Qu'ils étaient maintenant. Je suis toujours au présent parce que j'ai l'impression qu'ils sont toujours avec moi. Je dialogue avec eux, je vis avec eux, je respire avec eux. C'est pas du tout morbide, je suis pas du tout... mais c'est juste un échange entre moi et ceux qui sont partis. Mais justement, ça c'est une question que j'ai eue beaucoup en lisant vos livres, en regardant vos films. Vous êtes un survivant
Est-ce que vous pouvez dire que vous êtes un vivant aujourd'hui? Oui, j'aime faire la cuisine, j'aime faire du cinéma, je suis capable d'écrire un scénario, j'aime la musique. Vous pouvez sortir de cet univers qui est celui Il faut sortir. De vos films. Il faut sortir, il faut revenir. Ce n'est pas une obligation non plus de revenir, mais il faut réapprendre tout, quoi, réapprendre comment on commence une nouvelle vie. On ne commence pas une nouvelle vie. On vit avec cette vie-là, mais on essaye de commencer quand même une nouvelle page, mais avec ces disparitions au fond de moi, quoi. Ouais. Vous avez vraiment lutté pour la survie pendant ces 4 années. Alors, vous étiez très jeune, mais par exemple, votre père, lui, a choisi de se laisser mourir, il a cessé de s'alimenter. Vous lui en avez un peu voulu, d'ailleurs, vous le dites. Oui. Et vous avez fait le choix de la survie. Vous êtes toujours battu, vous vous êtes jamais laissé tenter par la mort, en quelque sorte? Honnêtement, oui. Oui, mais je crois que c'est aussi grâce à mes parents aussi que je suis maintenu contre tous jusqu'au dernier moment. Mais puisqu'il faut maintenir cet espoir, il faut aussi penser que mon père ne s'est pas laissé mourir. En fait, c'est une forme qu'il a choisie, parce que sinon, les Khmers rouges l'aurait tué, l'aurait exécuté. Donc, parce que les Khmers rouges n'aiment pas que vous pensez, n'aiment pas que vous vivez votre vie, n'aiment pas que vous choisissez votre mort. Oui, lui, c'était une forme de résistance. Voilà, c'est une forme de résister. Il dit, vous n'aurez pas ma mort. Et du coup, voilà, il a décidé comme ça. Même je suis d'accord ou pas d'accord, c'est une autre chose encore. Mais comme je me sens extrêmement triste du suicide de Primo Levi, parce que c'est quelqu'un qui, certainement, il y a d'autres problèmes qui n'est peut-être pas liés à son histoire, mais dans ma tête, je connecte les deux choses. Voilà. Je les connecte. Et bon, il y a d'autres gens aussi qui, à force de travailler sur le mal, finir par être désespérés aussi. Se font happer par le mal. Oui, mais voilà, c'est un combat. C'est un combat. Est-ce qu'à long terme, le bien l'emportera? J'en sais rien. Mais un combat inégal. Est-ce qu'avec la poésie que vous développez aussi dans vos films, vous tentez de lutter contre ce mal? C'est une forme de dire, voilà, que malgré tout, je suis là. Malgré tout, ceux qui sont disparus, ils sont là à travers moi. Et on est des êtres capables d'une civilisation, capables de créer, capables de tourner la page et capables de faire face à tous l'instinct les plus obscurs, quoi. Le cinéma, c'est lutter contre la mort, en quelque sorte. Pour ce que je fais, oui, mais il ne faut pas être prétentieux, il faut être humble, quoi. Le cinéma ne change pas de monde, il enlève la vie. Mais, notre perception du monde, peut-être. Oui, mais en même temps, c'est quelque chose comme si je n'aurais pas pu le faire, peut-être j'aurais à faire face à d'autres difficultés. Oui. Alors, je vous propose de regarder les extraits de 2 de vos films, S21, La machine de mort Khmer rouge, et L'image manquante. On regarde et puis on en parle après. Un enfant de 9 ans dénonce sa mère, qui accueillit des Hmong. L'enfant crie. La camarade a reconnu son crime. Sa mère pleure doucement. Avouer, c'est accepter de mourir pour que la révolution soit juste. Quand les hommes seront à ce point libres et égaux, seront-ils encore des hommes?
La mère ferme les yeux. Est-ce pour garder une image de son enfant? Puis elle est partie vers la forêt avec des gardes et n'est jamais revenue. Pritipan, la révolution en Khmer Rouge, c'est un enfant qui dénonce sa mère pour un vol de mangue, c'est des paysans qui deviennent tortionnaires. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? En fait, personne n'est né assassin. Mais je crois que l'idéologie a fait beaucoup de choses. Mais l'idéologie les plus extrêmes, elle est née aussi sur un terroir. C'est un terroir de frustration ou peut-être on a négligé les plus faibles trop longtemps, les plus pauvres trop longtemps. Et puis la révolution, c'est quoi? C'est apporter plus de justice, plus de légalité. Mais l'idée est bonne au départ. Mais après, c'est quand on veut que tout le monde soit, comment dire, c'est toujours dangereux de vouloir le bonheur des autres. Que tout le monde ait le même bonheur partout et même égalité, c'est très dangereux aussi. Mais tout de même, il y a des très belles idées au départ d'une révolution. C'est ça, la révolution française. Vous pouvez le dire, française. même après tout ça. Oui. Je continue à le dire parce que je pense que le fait qu'on dit, voilà, liberté, égalité, fraternité, c'est les plus belles choses qu'on puisse dire en tant qu'être humain. Mais l'ultralibéralisme aujourd'hui, c'est une manière de vous tuer au petit feu aussi. Parce que là, les Khmer Rouges tuent avec un génocide, mais combien de gens qui sont morts de la pauvreté, de la violence économique, par exemple. Donc il faut trouver une voie juste, une voie humaniste, une voie de dignité pour qu'on puisse vivre ensemble. Vous dites la révolution a trouvé un terreau favorable pour prendre, c'était les inégalités, la pauvreté, etc. Certains disent aussi la philosophie bouddhiste, le fait d'accepter ce qui arrive, etc. Ça, c'est quelque chose avec lequel vous n'êtes pas d'accord. Je ne crois pas que la religion a affaire avec la politique. Je ne crois pas à ça. Je ne crois pas qu'une culture puisse engendrer un génocide. Je ne crois pas à tout ça. C'est excuser l'idéologie, c'est excuser la responsabilité politique, c'est excuser tout le monde. Donc, fermons les yeux. C'est les Rwandais s'entretuent entre eux. Fermons les yeux ce qui se passe en Syrie, fermons les yeux ce qui se passe en Bosnie. Mais on ne peut pas fermer les yeux, on ne peut pas s'oublier soi-même, parce que finalement, ce sont les êtres comme nous. Alors justement, vous n'exonérez personne, et puis vous allez à la rencontre des bourreaux, on l'a vu dans cet extrait de S21. On voit ces hommes qui expliquent encore très calmement, des dizaines d'années après, comment ils faisaient, pourquoi ils le faisaient. L'excuse des bourreaux est souvent de dire « mais vous auriez fait la même chose à notre place, enfin on n'avait pas le choix ». Qu'est-ce que vous répondez à ça? Justement, on a un choix. Même parfois, c'est pas vrai qu'on ne fait pas qu'on est tué. C'est pas vrai à tous les coups. C'est pas vrai. C'est pas vrai quoi que quand c'est vrai quand on n'exécute pas quelqu'un, on est exécuté. Même dans les SS, il y en a plein, ou les SA, il y en a plein qui refusent de faire le sale boulot et qui ne sont pas tués. Et je vous recommande le livre de Christopher Browning sur les hommes ordinaires. Il a fait une étude extraordinaire sur une unité de l'armée allemande nazie. Et donc, moi je pense que le Khmer Rouge c'était pareil. Il y avait des gens qui refusaient, qui trouvaient toujours un moyen de ne pas tuer. Et puis il y a d'autres faiblesses, d'autres qui sont faibles et qui sont malléables. On repère, c'est pour ça que les gens, les politiques, les idéologues, comme Deutsch par exemple, qu'on verra dans un extrait tout à l'heure, oui. Ce sont des gens qui ont une vraie responsabilité parce qu'ils repèrent la faiblesse et les autres. Lui recrutait de jeunes paysans illettrés de 12-13 ans, comme ça il pouvait les former. C'est comme l'enfant qui dénonce sa mère, et normalement un enfant a besoin de sa mère et ne dénonce pas la mère comme ça. Ça, c'est le premier pas d'un doctrinement qui dit que les cellules familiales n'existent plus.
la mère, le père n'existaient plus. On est dans un collectivisme intégral. Voilà. Et ça, c'est pas une culture cambodgienne, hein, dénoncer sa mère. Oui. Donc ça, c'est vraiment une idéologie, c'est vraiment un endoctrinement. Vous avez rencontré un ancien Khmer rouge qui n'a pas du tout été inquiété par la justice et puis qui vous a tenu un discours, mais exactement comme dans les années 75. Et là, vous vous êtes dit, tout pour recommencer. Vous pensez ça, vraiment, que ça pourrait ressurgir? Je pense qu'on dit tout le temps que l'histoire répète pas, mais l'histoire répète souvent. Et faute d'attention, faute de vigilance de la part des démocrates, des sociétés démocratiques, faute de vouloir toujours dealer, vendre, acheter, et on finit par perdre nos repères. Et je pense que, je sais pas, les 50 dernières années, je sais pas quel âge vous avez, mais les 50 dernières années, vous avez déjà combien eu de crimes de masse? Vous avez la Bosnie, vous avez Darfour, vous avez Rwanda, vous avez le Cambodge. C'est quand même 50 ans en échelle d'histoire, c'est rien du tout. C'est peu, c'est peu. Alors, vous avez réussi à convaincre Doutch, le responsable de la prison S21, de vous rencontrer et de faire un film, c'est-à-dire que vous l'avez filmé pendant de longues heures d'entretien. C'est la personne qui était à la tête de cette prison où 17 000 personnes ont été torturées et exécutées. Alors, je vous propose de regarder un extrait de cet entretien. Không rừng tự xây cha nó cứ sát vô lọ bay vô lọ không riêng đại tranh kỳ tế bằng nè đội chức này càng nghe sợi cái này từ thời bàn sát từ thời bàn lọ từ thời bàn mặt chặt và ta thư có bàn nơi không chỉ biết luật nơi thầm naประจำ ថ្ងៃខ្ញុំខំធ្វើឲ្យទៅជំនួសធម្មតាឲ្យកូនចៅគេស្រឡាញ់ចង់បានមុខមាត់ចង់ឲ្យមេជឿទុកចិត្តចង់បានបុណ្យស័ក្តិដូចតែគេចឹងដែរចង់រស់មិនចង់ងាប់នៅក្នុងរបបនេះបញ្ហាធំមែនទែនគឺទៅនឹងដូចគ្នាអ្នកណាក៏ដូចអ្នកណាដែរចំណងចង់រស់មិនចង់ងាប់ទេ mình bỏ anh của anh mới có thể hiện thời đó mà lắm đó là nhom bất chợt nhom mà kim thơ trong niềm vui tiệc tôi mà dáng đây không xong tôi cái cứ không xong lại bền luôn lấy tôi mà dáng tiệc bền đi không bài chỉ bằng phịch ở cái cam bọc luôn từ lừa dụ vật kia không xong tôi mà chọn tôi ở cái cam một tí chọn ra. Voilà, Doutch, c'est un homme qui parle beaucoup, il rit, on ne l'a pas entendu, mais on entend son rire dans le film, il demande pardon des fois. Comment est-ce qu'on ressort d'un face-à-face comme ça? C'est très compliqué, très compliqué. Franchement, j'ai mis beaucoup de temps de me remettre, parce qu'il est terriblement humain, comme vous et moi. Et c'est déprimant parfois de côtoyer un homme aussi brillant, qui parle 2-3 langues, qui a une mémoire extraordinaire, qui est un scientifique, qui est un amateur de littérature, et amateur éclairé, qui a toute la capacité, quoi. Vous l'auriez préféré complètement fou Non, je crois que les fous ne nous font pas de mal. Voilà, c'est comme les serpents, on dit serpents méchants, les serpents ont peur de nous, en fait. C'est quand on les menace qu'ils nous mordent. Mais là, c'est pas... Justement, c'est que ce côté du mal... C'est pour ça qu'on dit banalité, la banalité du mal. On dit non, c'est pas banal. C'est 1 800 000 morts, c'est pas banal. Ou 7 millions, 6 millions, 7 millions de juifs qui sont morts, c'est pas banal. Et voilà, ça a l'air banal. Voilà, cet homme, voilà, un homme comme tous, qui a peur, qui demande pardon, mais je n'ai pas de... Je ne peux pas lui pardonner, je n'ai pas de pardon à lui donner. Mais alors, quel crédit est-ce que vous accordez à sa parole? Pourquoi c'était important pour vous de le rencontrer?
Parce qu'il faut le... Comment dire? Je ne voulais pas ce film-là, je ne voulais pas le faire, mais il fallait comprendre une intention de génocide. Un génocide ou un crime de l'humanité, on ne peut pas décréter comme ça. Il faut déterminer est-ce qu'il y a une intention derrière, est-ce qu'il y a une idée derrière, est-ce qu'il y a une mécanique de pensée, car sinon ça va être tout le monde, les négationnistes un jour, futur, va venir dire c'est rien du tout, c'est un petit détail, vous voyez, c'est les détails, le fameux détail. C'est rien du tout, ça n'existait pas, sinon, mais c'est les paysans qui s'est pris de la folie et qui commettent à tuer les uns les autres. Non, non, c'est pas ça. Donc il y a une pensée, il y a une idéologie, c'est une intention. Et cette intention-là, bon, je dois me rapprocher et dialoguer, faire face à des gens comme lui pour détecter cette intention. Vous avez dit que vous ne lui accordez pas votre pardon, mais Duch, lui, s'est converti au catholicisme. Il dit qu'il cherche justement le pardon. Évangéliste. Évangélique. Évangélique, oui. D'accord, alors. Donc c'est plus facile, vous êtes directement avec Dieu. Oui, il n'y a pas d'intermédiaire. Vous ne passez pas par un prêtre, donc on ne sait pas ce qui se passe, quel Dieu il a vu, j'en sais rien. Peut-être c'est sincère, peut-être pas sincère, mais s'il reste, de toute façon, il n'a pas de choix. S'il reste bouddhiste, il aura, je ne sais pas, au moins 13 000 années de l'enfer, on ne sait pas, ou 17 000 années de l'enfer, ou 1,8 million années de... Oui. Oui, donc la religion, il y a plusieurs anciens Khmers rouges qui se sont convertis au christianisme. C'est bon pour les bourreaux. Est-ce que c'est aussi valable pour les... Évangéliste, pas pareil. Si vous voulez. C'est pas pareil. Ça marche pour les victimes aussi. Est-ce que c'est un secours possible, la religion? Pas dans cette façon-là. Moi, je pense que la religion, il faut le prendre autrement. J'aime bien lire les textes religieux, mais aucun texte dans la Bible ne dit qu'il faut pardonner aux bourreaux. Ou là, j'ai mal lu quelque part. Et vous faites du mal, bon, vous assumez. Et il faut avoir le courage d'assumer. Mais la religion ne vous demande pas à tuer non plus. Et donc, si on tue, puis après on dit pardon, c'est là. Je ne crois pas à ce genre de rédemption. Alors en quoi est-ce que vous croyez, Retipan? Je crois qu'il aurait pu avoir le courage de dire la vérité et puis mourir. Voilà, il aurait pu le faire. Il aurait fait un chemin un peu vers l'humanité. Mais il a décidé de faire un autre chemin. C'est son problème. Ça ne vous regarde plus, vous avez fait ce que vous aviez à faire. J'ai fait ce que j'ai à faire et que j'espère que ce travail-là aide aussi tout le monde, pas seulement les Cambodgiens, de respecter les autres, la vie des autres, quelque sorte la vie des personnes, que chaque personne, il ne faut pas voir les gens comme une menace, mais il faut voir que dans chaque personne, ils portent en eux aussi une certaine grâce qui ressemble à la dignité des êtres. Et il faut les respecter. Merci beaucoup, Retipan, d'avoir participé à cette émission. Merci. Merci. Et votre travail, justement, il est aussi en livre. Cet ouvrage, L'élimination, est paru chez Grasset en 2011. Je le conseille vraiment, on n'en sort pas tout à fait indemne, mais il est essentiel. Et puis aussi, L'image manquante, c'est le texte du film éponyme qui est paru aussi chez Grasset en 2013. Et si vous souhaitez réagir à cette émission, vous pouvez nous écrire à l'adresse fautpascroire@rts.ch ou alors poster un message sur notre page Facebook.